Journée mondiale de la santé. La journée mondiale de la santé a lieu ce 7 avril 2024 sous le thème Notre santé, nos droits, un thème choisi pour mieux défendre les droits de tous à travers le monde, accéder à des services de santé de qualité et plus encore. Et justement, parmi ces droits qui existent, il y a le droit à une poche de sang sécurisée. Droit à une poche de sang sécurisée est le thème que nous aborderons dans ce plateau spécial. Je reçois Ange Gar Wamba, chef de service communication et relations extérieures du Centre national de transfusion sanguine du Gabon. Il est déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, d'entrée de jeu, on le sait, nous parlons aujourd'hui de la poche de sang sécurisée. Peut-être déjà nous dire ce qu'on entend par poche de sang sécurisée. Merci. Déjà, avant même que de répondre directement à cette question, c'est dire que le droit à la santé, c'est un droit inclusif qui fait intervenir plusieurs paramètres et généralement, il est associé à l'offre des soins, donc à l'accessibilité aux soins. Et la poche de sang qui en fait partie est un élément qui est bel et bien, qui fait partie de ceux auxquels les populations ont droit. La poche de sang sécurisée, bien sûr. Et pour parler de la poche de sang sécurisée, en fait, c'est une poche qui a subi un traitement de séparation et de qualification biologique. Alors, c'est simplement dire que lorsque le sang est prélevé, il est prélevé en sang total, donc, et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont telles que pour chaque composé sanguin, elle devait servir pour un besoin particulier. Et c'est cela qui va nous amener à séparer cette poche pour qu'on se retrouve avec les concentrés de globules rouges, donc le sang rouge que tout le monde connaît, le plasma frais-congelé, donc le sang qui est souvent plus ou moins jaune, et les plasmas et les plaquettes. Donc, une fois tout cela séparé, on attend éventuellement des résultats d'analyse médicale qui sont réalisés. Et lorsque les résultats sont bons, cette poche est mise de côté, bien stockée dans des conditions adaptées et elle est dite sécurisée. Et ce qu'on sait, c'est qu'une poche de sang permet de sauver au moins 3 vies. Effectivement. C'est bien tout cela. Alors, nombreux sont les problèmes de santé qui nécessitent que le patient fasse des transfusions sanguines. Il y a, qu'on entend beaucoup parler de sécurité transfusionnelle. À quoi renvoie-t-elle? Alors, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la sécurité transfusionnelle comporte 3 éléments essentiels. C'est la disponibilité du produit sanguin, qui repose sur tous les aspects de recrutement des donneurs. C'est l'innocuité, donc la qualité du sang, qui repose sur tous les aspects des qualifications biologiques, donc des examens qui sont réalisés. C'est l'utilisation des poches de sang, donc l'utilisation judicieuse du mode de traitement par la transfusion, et qui repose sur la collaboration franche entre le Centre national de transfusion sanguine, qui met à disposition ces poches-là, et les services des soins qui en sont utilisateurs. Donc, pour parler du contexte au niveau du Gabon, il faut dire que la notion de sécurité est bel et bien respectée tout au long du processus parce que, en ce qui concerne le recrutement des donneurs de sang, il ne s'agit pas simplement de se présenter au Centre national des transfusions sanguines en tant que candidat au don pour être prélevé. Lorsque vous arrivez, il y a au préalable des éléments qu'il faudra respecter, notamment le questionnaire qu'on met à votre disposition, auquel vous allez répondre. Donc, il y a un lot de questionnaire bien fourni. Bien fourni. Et ça donne une idée, une orientation déjà sur votre état de santé. Après le questionnaire, nous avons la prise des paramètres. Donc, on va chercher à savoir si la tension est bonne, quel poids vous avez, etc. Et nous avons, grâce, bien sûr, à l'appui de la tutelle, donc du ministère de la Santé, on a à notre disposition des tests rapides pour essayer d'identifier des petites pathologies comme le palu et autres qui pourraient être néfastes pour la personne qui pourrait recevoir la poche de sang. Donc, c'est ainsi que nous allons procéder au test rapide donc du paludisme, on va appeler avec des termes très simples, et également chercher à savoir, par ce qu'on appelle l'hémoglobine pré-don, si la personne qui est candidate au don est à même de donner en tenant compte de la quantité de sang, plus ou moins on peut appeler ça comme ça, que la personne a. Vous faites bien de parler de ce point parce que lors des dons de sang, il faut non seulement assurer la sécurité du donneur, mais également celle du receveur. Effectivement. Une fois on a fini ce panel de tout ce que je venais de citer au préalable, la personne, toujours on est sur le donneur, la personne va se présenter auprès d'un médecin pour un entretien médical. C'est à l'issue de cet entretien médical que la personne sera jugée apte ou pas à faire
un don de sang. Donc, vous voyez qu'il y a un lot d'éléments qui sont mis en place pour la sécurité dès le départ, donc depuis le premier élément qui est le recrutement du donneur. Alors, ce qu'on sait, c'est que la sécurité transfusionnelle obéit à certaines étapes. Lorsque ces étapes ne sont pas respectées, à quoi on peut s'attendre? Alors, naturellement, à des accidents transfusionnels, il faut le dire. Mais vous voyez que je n'avais pas terminé, peut-être avec tout le circuit, puisque une fois on a fini avec le premier élément, donc les mesures de sécurité qui sont mises par rapport au recrutement des donneurs, il y a les mesures de sécurité qui concernent ce que j'ai appelé l'innocuité du sang, donc la qualité du sang. Et ça va reposer sur tout ce qu'il y a comme examens qui sont réalisés au niveau de laboratoire. Et là, l'Organisation mondiale de la santé dit également que 4 marqueurs doivent obligatoirement être dépistés. Donc, il s'agira du VIH, de l'hépatite C, l'hépatite B et la syphilis. Et c'est ce que nous faisons présentement au Centre national de transfusion sanguine. À côté de cela, vous avez aussi une qualification immunohématologique, c'est-à-dire qui va consister à réaliser le groupe sanguin du donneur, le résus, et nous allons un peu plus loin avec la réalisation du phénotype du donneur. Donc tout ça sont des éléments de sécurité que nous mettons en place pour éventuellement une bonne transfusion lorsque la personne va recevoir la poche. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter, le sang qui sort du CNTS est bien sécurisé. Vous avez la possibilité, c'est ouvert à tout le monde, vous avez la possibilité de visiter, de venir regarder et confronter mes dires à la réalité sur le terrain. Mais je vous dis, nous avons la chance parce qu'il y a une forte implication des instances supérieures, donc notamment la tutelle, le ministère de la Santé, qui met des moyens nécessaires pour cette sécurité transfusionnelle au niveau du Gabon. À notre niveau, pour terminer, le troisième élément, qui concerne l'utilisation des produits sanguins, je disais, ça repose sur la collaboration franche entre le CNTS et les prescripteurs. Pour sortir une poche de sang, il va falloir qu'on fasse encore des examens. Vous allez vous rendre compte que pour ceux qui vont un peu ici et là, il y a, sous d'autres cieux, ces choses quelquefois ne sont pas faites. Mais au Gabon, on ne va pas sortir de façon systématique la poche, il va falloir faire ce qu'on appelle le test de compatibilité. Et c'est de là qu'on va mettre la poche à la disposition du malade. Et toujours dans le cadre de cette sécurité en matière d'utilisation des produits sanguins, nous avons pensé à rapprocher la poche du sang au plus près du donneur, des receveurs, donc au plus près du prescripteur. C'est ainsi que vous allez constater qu'il y a une unité, donc une banque de sang qui a été mise en place dans la zone d'Akanda, notamment au sein même du centre hospitalier universitaire d'Akanda. Une banque de sang a été mise en place au niveau d'Ovendo, donc dans l'enceinte également du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, et une banque de sang au niveau du centre-ville, donc au niveau du centre hospitalier universitaire. Vous venez de le dire, l'objectif est de rapprocher la poche de sang du receveur, mais il y a des structures dans lesquelles, lorsque vous avez un parent malade qui a besoin d'une poche de sang, justement, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui explique ce manque? Alors, il faut simplement dire que l'action, sinon l'activité de dispensation nominative, c'est-à-dire qui consiste à prendre la poche et donner à un malade, ne revient pas normalement au Centre national des transfusions sanguines. Nous sommes censés être un grossiste, ce grossiste-là, qui va chercher, qui va se rapprocher des populations pour faire des grosses collectes. Et il devait avoir dans chaque unité de soins un petit stock, d'accord, de gestion, notamment pour des urgences. Mais nous le faisons quand on déploie l'activité du CNTS, notamment en ce qui concerne la distribution, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas encore dans toutes les structures ces petits dépôts qui devaient être. Ce n'est pas du ressort du CNTS. Bien évidemment, c'est chaque structure qui devait s'organiser pour avoir ces petits dépôts pour pallier aux urgences, donc les urgences vitales. Mais toujours dans la collaboration que nous avons avec les structures de soins, nous avons par exemple les programmes transfusionnels qui vont consister à s'organiser avec les prescripteurs pour mettre en place un chronogramme, un programme par rapport aux blocs, les échanges de blocs qui sont programmés, etc. C'est d'ailleurs l'occasion pour interpeller tous les prescripteurs pour dire que lorsqu'ils ont des blocs programmés, il faut simplement qu'ils se rapprochent du Centre national des transfusions sanguines, signaler qu'en telle période, je vais avoir un bloc, préparer déjà le produit sanguin dont ils pourraient avoir besoin. Ce n'est pas au CNTS de deviner. On ne peut pas deviner, effectivement, parce que nous ne sommes pas au niveau des services de soins. Alors, on parle de mesures prises pour garantir la sécurité transfusionnelle au Gabon, il y en a bien. Comment ça se passe à l'échelle nationale? Alors, tout ce que je viens de citer, panorama que je viens de présenter, c'est vrai que c'est au niveau de la capitale.
Au niveau de l'intérieur du pays, il y a quelques disparités, il faut le signaler, c'est vrai, mais la tutelle, toujours avec la volonté du ministère de la Santé, les instructions fermes ont été données et tout au préalable, nous avons bénéficié d'abord d'une décision portant tutelle technique du Centre national des transfusions sanguines sur les banques de sang publics, donc notamment au niveau des centres hospitaliers régionaux à l'intérieur du pays, ce qui nous donnait accès à un regard sur tout ce qu'il y a comme activité transfusionnelle. Et là, nous avons fait le tour du pays pour, d'une part, faire un état de lieu, mais en même temps former le personnel sur tout ce qui peut concerner la transfusion sanguine. Et à côté de ça, le ministre de la Santé venait de donner une instruction ferme sur l'extension, donc la régionalisation du Centre national des transfusions sanguines. Et ça va commencer dans un premier temps par la réhabilitation des centres, des banques de sang qui existent déjà dans les centres hospitaliers régionaux. Mais par la suite, il va certainement y avoir des centres régionaux de transfusion à une échelle un peu plus grande. Et ce sera certainement dans des délais qui dépendront de la tutelle. Le but est que les centres de stockage de sang soient toujours fournis. Effectivement. Et là, c'est le donneur de sang qui est au centre. Effectivement. Il faudrait que les dons de sang se multiplient. Effectivement. Parce qu'au niveau de l'intérieur du pays, il y a encore ce problème-là. Généralement, les gens se mobilisent, c'est déjà constaté au niveau même de la capitale, les gens ne se mobilisent que lorsqu'ils ont un parent malade. Or, ce n'est pas au moment où votre parent est malade que vous allez apporter des donneurs. En même temps, on va les prélever, on va analyser et on va sécuriser la poche. Quand je vous ai parlé de la sécurité de la poche, il y a tout un processus qu'il faudra respecter, ce qui n'est pas évident au moment où vous mobilisez vos donneurs. Donc, c'est sur tous ces aspects que nous allons travailler au niveau de l'intérieur du pays pour amener les populations à adhérer à cette notion du don de sang. Alors, comment expliquez-vous les variations au niveau du coût de la poche de sang? Parce qu'il faut bien le dire, la poche de sang n'est pas gratuite. Oui, ben c'est vrai, tout le monde dira que la poche de sang n'est pas gratuite. Mais en réalité, c'est d'ailleurs un des aspects qui a été relevé lors de l'étude que nous avons menée. On en parlera certainement. La poche de sang, s'il était question de l'acheter véritablement, elle coûterait beaucoup plus que ce que les populations donnent comme ticket modérateur, comme contribution. Parce que vous avez l'emballage, d'accord, la poche de sang vide, d'accord, qui a un coût. Vous avez la technicité, le fait que l'État paye les primes à tous les techniciens. Vous avez tout le panel d'examens qui sont réalisés. Je vous avais cité du VIH, l'hépatite B, etc. Ça a un coût. Donc la poche de sang deviendrait certainement à 100, 130, 140, 150, voire peut-être même 160, selon la technique qui est mise en place. C'est vrai, donc, on le sait. Et là, il faut encourager les efforts du gouvernement parce que c'est pris en charge par la CNAMGS. C'est pas donné, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour faire un comparatif avec d'autres États. Mais il y en a où toutes ces choses-là ne sont pas faites, hein, je le dis franchement. Mais nous avons au quotidien un appui de la tutelle qui fait que aujourd'hui, la population ne contribue qu'à hauteur de 20%. C'est un ticket modérateur. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a un arrêté conjointement signé, je peux même vous le présenter. Allez-y, parlez-nous de cet arrêté. Parce que les populations ne sont pas souvent édifiées, informées de toutes ces choses. Hein, et c'est un arrêté signé du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion et de l'Intégration de la femme au développement à l'époque, qui fixait le prix de la poche à 35 000 francs, d'accord, mais avec des particularités, notamment pour ceux qui sont affiliés à la CNAMGS, parce que pour ceux qui sont totalement au régime exonéré, c'est 100%, vous ne payez pas la poche de sang, et c'est le moment d'informer les populations, parce que lorsque vous avez une femme enceinte avec la présentation des certificats de grossesse, mais certificats d'accouchement, tout comme les nouveau-nés avec des certificats d'accouchement et de naissance, la poche de sang, elle est gratuite au Centre national des transfusions sanguines. Et là, les populations ne savent pas. On se retrouve encore avec certains parents, par exemple les hommes dont la femme venait d'accoucher, il a le certificat par exemple d'accouchement, on lui demande une poche de sang, il se présente directement avec l'ordonnance, il n'a même pas le certificat d'accouchement. Or, l'État a mis en place ces passerelles-là, ces facilités pour que le plus grand nombre bénéficie de la poche de sang. C'est gratuit. Lorsque vous avez un parent qui présente une maladie, une affection longue durée, comme le cas des drépanocytaires et autres, vous sollicitez la carte ALD, donc la carte affection longue durée, et qui vous donne également une réduction de 90%. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est ce qui fait que
sur ces deux documents que tout le monde peut consulter. C'est là avec moi, j'ai fait exprès de les apporter pour étayer ce que je suis en train de dire, pour édifier les populations. Ce qui fait que, bon, pour une poche qui devrait vous coûter 35 000 francs, donc parce que vous êtes affilié à CNAMGES, avec tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous avez le tarif plein qui vous amène la poche à 7 000. Pour le ALD, dont je parlais tout à l'heure, donc les affections longue durée, c'est 3 500 et exonéré, c'est 0 francs. Alors maintenant, il y a une particularité, c'est des petites taxes complémentaires qui sont liées qui sont liées à la dispensation nominative. Au fait que c'est dû au fait que c'est le Centre national des transfusions sanguines qui devra faire encore des efforts en termes d'effectifs, en termes de réactifs, en termes de technicité, pour prendre une poche et donner à un receveur. Non, je vous disais, ce n'est pas nous, ce n'est pas de notre ressort. Donc, comme nous avons encore cette activité-là, il y a des taxes complémentaires, comme le test de compatibilité, qui nécessite encore d'autres exigences en matière de coût et tout ça, que vous allez payer à 5 000 simplement. Donc, si vous êtes dans le cas d'exonérer, c'est 0 francs, vous allez payer 5 000 francs, parce que vous n'aurez que le test de compatibilité à payer, et ainsi de suite. Avec vous, on comprend que des efforts considérables sont fournis énorme, il faut pour justement de la part de permettre aux populations vivant au Gabon de disposer des poches de sang de sécurité. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous luttez contre les formes de discrimination en termes d'accès aux poches de sang du côté du CNTS? Alors, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination, mais comment est-ce que vous prévenez tout cela? Alors, un phénomène récurrent, c'est qu'il arrive des situations où quelqu'un est arrivé, M. Moussavou, il est arrivé en premier, d'accord, et par la suite, il y a Mme Tsam qui arrive, d'accord, et M. Moussavou ne comprendra pas pourquoi Mme Tsam, qui vient d'arriver, va recevoir la poche avant M. Moussavou. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Oui. Alors, premièrement, c'est déjà la disponibilité du type de produit, d'accord, et c'est du groupe sanguin. Il y en a qui sont des groupes sanguins rares, donc, dont on n'a pas forcément plein stock. D'accord? C'est le cas des groupes de registres négatifs, les O-, les A-, etc. Donc, si on ne dispose pas, généralement, ça peut faire en sorte que la personne attende. Si, par exemple, on a une série qui est en cours de qualification, généralement, on va demander à la personne d'attendre, bien de repasser. Il y a ça. Il y a aussi le fait que nous faisons le test de compatibilité. Il peut arriver que vous êtes arrivé en premier, mais quand nous faisons la compatibilité par rapport au lot de poches que nous avons, il n'y a pas une poche qui soit compatible à vous. Donc, on est obligé de relancer une deuxième série de poches. Et pendant ce temps, Mme Thiam, qui venait d'arriver, le premier test a été concluant, donc a été compatible. On a pu avoir une poche compatible. On lui cède la poche compatible. Donc, ce sont ces petites disparités-là que les populations vont constater et ils ne savent pas forcément de quoi il est question. La délivrance de la poche se fait également en fonction de l'urgence, parce qu'il y a des personnes qui viennent avec des mots déjà bien précis de leur médecin. Effectivement. En ce qui concerne la gestion des urgences, nous avons pris le devant en inscrivant sur notre feuillet donc l'ordonnance de prescription, les différents niveaux. Vous avez l'urgence vitale, d'accord? D'abord l'urgence relative, l'urgence vitale et puis l'urgence vitale immédiate. Et il est clairement dit sur ces ordonnances-là que lorsqu'il s'agit d'une urgence vitale immédiate, le médecin devra le signifier donc sur la prescription de façon à ce qu'on fasse fi de certains tests préliminaires. Donc on sait, il y a une procédure pour la sortie des poches en urgence. Donc nous ne connaissons pas forcément le terrain, la réalité au niveau du service des soins. Donc c'est pas à nous de décider d'une situation d'urgence ou pas, c'est de la part du médecin. Malheureusement, il y a des personnes qui arrivent en situation d'urgence. Souvent, ce n'est pas le malade, parce que le malade, lui, ne peut pas se déplacer. Ce sont les parents qui effectuent le déplacement. Et lorsqu'ils arrivent, il y a d'autres qui se mettent dans le coin, qui veulent à tout prix patienter parce qu'ils trouvent des personnes. Malgré le fait que sur le document, le médecin, le spécialiste est mis urgent. Alors, urgence. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les structures hospitalières qui devraient effectuer ces déplacements-là? Oui, mais bien évidemment. Nous avons commencé à le faire avec le privé parce que nous avons exigé assez que le transport donc, des produits sanguins ne soit assuré que par un personnel de santé formé et informé des normes de sécurité, que ce soit en matière de transport ou de conservation, etc. Bon, au niveau du public, ça cause encore problème, certainement à cause des dispositions, des disponibilités des effectifs, etc., etc. Mais nous le faisons déjà avec le privé. Je prends le cas
cas du Chambrier qui est proche de nous, quand ils ont besoin d'une poche de sang, ce n'est pas le malade qui va se déplacer, c'est le personnel de santé et généralement les ambulances qui sont mises à disposition. Vivement donc, que ça soit le cas avec le effectivement, avec public. le public. Nous sommes en train de regarder dans quelle mesure répondre à cette préoccupation-là. Alors, quels sont les défis du CNTS pour le compte de l'année 2024 et les années à venir? Alors, les défis, avant même que de m'étendre sur les défis, il y a un aspect qui n'est pas négligeable, c'est celui de la promotion du don de sang, parce que c'est un aspect... Et vous le faites bien? Oui. Vous savez, pour faire la promotion du don de sang, puisqu'on est sur les activités à venir, donc ce qu'on a fait comme programmation, nous avons tout d'abord pensé à une étude anthropologique qui a consisté à ressortir la perception du don de sang auprès des populations vivant dans le Grand Libreville, dans l'optique, bien sûr, de ressortir les causes de réticence et résistance au don de sang volontaire. Et de cette étude se sont dégagés trois grands axes. C'est l'imaginaire sorcellaire, ça c'est clair, parce que les gens pensent que qu'est-ce qu'on fait de mon sang, etc. Le deuxième aspect, c'est la stigmatisation à la maladie, parce qu'il y en a qui pensent que si je fais un don de sang, je peux contracter une maladie. Il y a d'autres qui voudraient pas faire un don de sang parce qu'ils veulent pas en retour être informés de leur statut sérologique. Et le troisième axe, c'est celui qui est lié à la notion de gratuité. Les gens ne comprennent pas pourquoi le don se fait gratuitement et pour avoir une poche de sang, il faut débourser des sous. Et ce sont des préoccupations pour lesquelles nous avons des éléments de réponse et on a estimé que pour cette année 2024, on va aller au plus près des populations. Mais comment ? Peut-être pas de façon tous azimuts, on ne va pas faire des rassemblements grand public parce que, comme moi j'aime bien le dire souvent à mes collaborateurs, nous n'avons pas forcément la capacité de juger de la pertinence de l'action parce qu'on n'a pas des moyens de calculer l'impact. Or, nous, ce qu'on a décidé, ce sera dans la stratégie, ce sera des sensibilisations de proximité auprès des groupes constitués, qu'il s'agisse des groupes associatifs religieux ou voire des mutuelles, des universités et grandes écoles. Et nous avons commencé à le faire. Donc cette stratégie va consister, dans un premier temps, à répondre aux préoccupations qui ont été exprimées lors de l'étude que nous avons menée, mais dans un deuxième temps, bien sûr, d'apporter plus d'éléments d'information par rapport à l'intérêt du don de sang, mais beaucoup plus aux avantages qui sont liés au don de sang. Parce que les populations pensent que le sang, quand on le donne, c'est au profit du receveur, alors qu'il y a bel et bien des avantages qui sont tournés vers le donneur de sang. Quels sont ces avantages? Alors, il y a plusieurs avantages. Il y a des avantages sur le plan médical et il y a des avantages en termes de services, d'accord, parce que nous avons mis en place des programmes de fidélité qui donnent droit à certains avantages. On va certainement en parler. En ce qui concerne le plan médical, je prends des exemples terre à terre. Vous avez le fait de renouveler vos cellules, parce que quand vous faites un don de sang, vous renouvelez de facto vos cellules sanguines. Ce qui n'est pas négligeable, c'est un peu comme on ferait une vidange avec nos véhicules. Donc c'est vraiment un avantage énorme, parce que le globule rouge, son rôle essentiel, c'est d'oxygéner les tissus, c'est-à-dire d'apporter de l'oxygène au niveau de nos tissus, etc. Et quand comme quand on fait la vidange, vous avez des cellules neuves qui vont bien sûr redynamiser cette action-là au niveau de votre organisme. À côté de ça, toujours sur le plan médical, c'est des cas rares, mais j'aime bien le dire également, dans les variations physiopathologiques, donc les changements du sang dans l'organisme, il y a la diminution que tout le monde connaît, qui est l'anémie, qui va se réguler par un apport extérieur généralement dans certains cas de figure, donc par une poche de sang, mais il y a également la polyglobulie, donc l'augmentation anarchique des cellules sanguines. Et malheureusement, cette augmentation, cette polyglobulie qui reste plus ou moins, qui n'a pas des symptômes assez vifs qui pourraient t'amener à consulter, vous allez vivre avec. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est le fait que les cellules sanguines peuvent faire en sorte, le trop-plein de cellules va faire en sorte qu'il se forme des caillots à l'intérieur des vaisseaux sanguins. D'accord? Ce qu'on va appeler des thromboses pour les spécialistes. Et malheureusement, si cette thrombose survient au niveau de l'artère centrale qui arrive, par exemple, qui alimente la rétine, vous allez avoir un problème de cécité, vous avez un problème de vue, vous ne saurez pas que c'est lié au trop-plein de sang que vous avez. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le 14 juin prochain, sera commémorée la Journée mondiale du donneur de sang. Comment est-ce que vous préparez cette journée? Qu'est-ce qui est déjà fait? Alors, tout est encore... Et ce sera là votre mot de fin parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, tout est encore en cuisine, mais nous comptons, comme je vous l'avais dit, nous rapprocher au plus près des groupes constitués, donc, et cette année, pour la célébration de la Journée mondiale du don de sang, sauf avis contraire de la hiérarchie et de notre direction, nous voulions nous rapprocher des groupes constitués, donc des associations
et des mutuelles, des universités et grandes écoles. Et pourquoi pas, ce serait bien d'organiser cette journée en dehors du CNTS, auprès de, par exemple, dans une université, ce qui ferait que beaucoup plus de jeunes soient impliqués dans cette notion de don de sang. C'est la fin de ce plateau spécial. Je rappelle que nous parlions du droit à une poche de sang sécurisée avec notre invité Ange Gar Wumba, chef de service communication et relations extérieures du Centre national de transfusion sanguine du Gabon. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles au programme de Gabon 24. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.